Pour cette année du dragon, j'aurais pu partir sur du Xianxia, j'y ai pensé, vous pensez bien, et vous vanter les mérites, ou pas, d'avoir un extraordinaire fiancé magique à la 10 Miles of Peach Blossoms, Mr. Dragon, Eternal Love of Rain ou Love and Destiny, et notez bien que le sujet va forcément sortir un jour, mais quitte à parler de dragon, et puisque décalé sera toujours décalé, je vais m'intéresser plus prosaïquement à son incarnation sur Terre, en la personne de l'empereur, et pour la première fois sur un épisode dédié de la chaîne, je vais dégainer mes crânes rasés et mes tresses. Alors préparez les mouchoirs pour Legend of Dragon Pearl. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Avant de vous présenter la série de manière plus détaillée, je vais simplement vous la vendre pour ceux qui ne connaîtraient pas, en vous la résumant comme une symbiose des séries The Rise of Phoenixes et Ashes of Love, dont j'avais pu causer avec Aurélie sur la chaîne Lucasfille, avec un chouïa de Goodbye My Princess tant qu'à faire, et ce qui est le plus extraordinaire là-dedans est que Legend of Dragon Pearl, The Indistinguishable Road, que je vais rebaptiser LODP pour faire plus simple, précède ces dramas, pour les deux premiers sortis en 2018, soit un an après LODP, qui s'appuie, contrairement à ces derniers, sur un pan réel de l'histoire de Chine. Très romancé, mais néanmoins sur la jeunesse d'un des empereurs majeurs de la dynastie Qing, et n'ayons pas peur de le dire, des empereurs chinois en général, qui est l'empereur Kangxi. Kangxi c'est qui ? Alors le Louis XIV chinois, comme certains aiment bien l'appeler, vu qu'il est contemporain du roi Soleil et que son règne fut en effet rayonnant, est le troisième souverain de la dynastie Qing, et tout comme Louis Dieudonné, accède très jeune au trône suprême, soit à l'âge de 7 ans, tout en restant sous la coupe de régents et de douairières, tout comme Loulou avec Mazarin et Anne d'Autriche quoi. On aura droit aussi à du harem, des guerres à droite à gauche, de la curiosité sur l'étranger avec les jésuites et de la brillance intellectuelle avec le dictionnaire des caractères auquel l'empereur a laissé son nom. Pour clore le portrait très bref et résumé, c'était également un bon leader militaire décrit comme grand et sportif, mais également réputé pour son intelligence et sa soif de connaissance. Au final, 61 ans de règne et une période globalement stable et prospère pour la Chine. Des dramas où Kangxi fait des apparitions, il y en a plusieurs, même si son petit-fils Tianlong a bénéficié de plus de couverture avec Yanxi Palace et Ruyi's Royal Love. Parmi les principaux dramas, sachez que Scarlet Heart, les différentes adaptations de The Deer and the Cauldron, Palace ou Dreaming Back to the Qing Dynasty se passent en période Kangxi, même si il n'est pas le sujet principal de l'histoire, et que lui ont également prêté leurs traits, et pas des moindres, à Wicklow dans Chronicle of Life et plus récemment Luo Jin dans The River. Si le dernier drama s'intéresse au projet politique du souverain et est quand même beaucoup plus sérieux, le premier racontait une histoire d'amour tragique, mais bizarrement pas du tout la même que celle qui va nous occuper aujourd'hui. En tous les cas, n'est-ce pas, il ne fleure pas bon être l'empereur, hein. Ton amour de jeunesse va forcément y laisser des plumes, ce qui n'est pas très éloigné de la vérité historique, hein. S'en souviendra Marie Mancini. Ce qui nous ramène à Dragon Pearl ou Longju Chuanxi en VO, pour une fois la traduction n'a pas pris trop de liberté en collant rêve, amour ou éternel truc-muche dans le titre. Donc c'est sorti en 2017 avec, attention les yeux, 90 putains d'épisodes de 30 minutes, alors je sais, ça fout les boules et Dieu merci que maintenant on les limite à 40. Et là je suis désolée de vous le dire, mais oui, il y a du remplissage et des trucs dont on se fout royalement, alors que bizarrement la série souffre des mêmes problèmes que The Rise of Phoenixes, soit des coupes et un montage souvent à la ramasse qui zappent des développements logiques et, désolé de le dire aussi, une fin tout aussi problématique et bouclée, voire bâclée, un peu trop rapido presto vu l'investissement que tu as mis dans la série. Alors attention aussi, je dis 90 épisodes, mais sachez que sur YouTube, où la série est disponible en sous-titres anglais, on n'en compte officiellement que 62, ce qui est normal car les épisodes sont plus longs. On n'est pas a priori ici sur une adaptation de roman ou de web novel, mais par contre sur un remake d'une série taïwanaise de 2000 avec 118 épisodes, tant qu'à faire, qui s'intitulait Princess Huaiyu et qui avait déjà été pompée en 2005 par la Chine dans une série de 33 épisodes en mode comique sous le titre My Bratty Princess, sans référence par contre directe à Kangxi et la dynastie Qing. Il faut savoir que depuis 2019, suite à un engouement sur les séries de palais et harem, une législation a
banni les drames historiques de type romance et bitcherie de peur d'un nihilisme historique, je cite. Mais comme la nature a horreur du vide, et vous aurez sans doute constaté qu'on a toujours pléthore de dramas historiques, et ben ça se fait non avec des romantisations de figures historiques, mais avec une chierie de voyages dans des romans, des jeux ou des univers alternatifs, en tout cas des trucs inspirés d'eux, mais non explicitement faisant référence à des dynasties réelles ou des personnages réels. Ce n'est pour l'instant plus possible de refaire du Yanxi Palace, du Scarlet Heart ou du Legend of Dragon Pearl. Dragon Pearl tombait à une époque où c'était encore possible, et donc on est parti allègrement sur une romantisation de la jeunesse et de la prise de pouvoir effective de Kangxi autour, ben tiens, et c'est un peu pour ça que j'étais là, d'une histoire d'amour qui fleurira pas bon la rose de mai, je vous préviens, et du rififi avec les reliquats de la dynastie précédente, les Ming, qui au passage avaient cherché à se réfugier à Taïwan, qui sera plus tard repris par Kangxi lors d'une campagne navale. Bon, et c'est là que vous sentez mes comparaisons et donc pas la rose de mai avec The Rise of Phoenixes, parce que visez l'embrouille. Le drama s'ouvre sur la naissance d'une petite fille alors que les Ming sont en train de perdre le pouvoir, et du coup pour pas se porter la poisse, on substitue allègrement le nouveau-né d'un général garçon au lieu de la princesse afin de clamer la présence d'un héritier au trône. Las, les Qing prennent quand même le pouvoir, entamant ainsi le processus de tresse crâne rasé que d'aucuns déploreront toujours dans nos dramas de cette période, parce que forcé de constater que la mode ne sied pas à tout le monde, faut aimer, faut être connaisseur, et ce malgré la beauté indéniable des costumes et le raffinement de l'époque. Comme c'est aussi l'époque où l'Occident commence vraiment à se manifester dans cette partie du monde, ce style est quand même celui qui va imposer un certain cliché du chinois assez durable, faisant fi donc de toutes les périodes précédentes, longtemps moins connues des occidentaux, mais quand même franchement plus agréable à l'œil dans les dramas historiques, on va pas se mentir. Mais revenons-en à nos dragons. Comme dans TROP, on a donc le duo Roméo et Juliette qui va se mettre en place, les amants maudits, lorsque Kangxi et la princesse escamotée se croisent dans la rue et dans l'improbable d'une rencontre drama, et que le duo va dans un premier temps se lier d'amitié avant de tomber amoureux. Amour condamné d'avance, car comment le représentant des Qing pourrait-il lier sa vie, son sang et le destin de sa nation avec la seule héritière des Ming? Comment? Alors moi j'aurais dit dans ma grande simplicité que ça aurait au contraire constitué l'association parfaite, idéale, un bon moyen de réconcilier les deux factions, d'unifier la Chine entre le passé et le présent et entre les deux dynasties, enfin typiquement le genre de mariage d'alliance que faisaient nos cours européennes pour se sortir d'une bonne guéguerre des familles. D'ailleurs, on y touche dans la série, lorsque suite à une sécheresse, le projet d'écriture de sutras en commun du couple, où vient se mêler donc leurs efforts conjoints et surtout leur deux sang, semble rencontrer l'approbation des puissances célestes, puisque la pluie se met alors à tomber dans une séquence d'ailleurs extrêmement belle et poétique. Mais apparemment on ne voyait pas les choses comme ça dans l'Empire du Milieu, en particulier sous les Qing, qui faisaient des distinctions très nettes entre les ethnies Han et Mandchou, en sachant que les Ming sont Han et les Qing Mandchou, et qu'un empereur n'avait en aucun cas le droit d'épouser une femme non Mandchou. Amour tabou chez les Mandchous et pas sur Naboo, les fans de Star Wars comprendront. Et rappelez-vous, c'était exactement le même pataquès chez TROP, même si on était quand même dans une période faisant plus penser à la dynastie Tang. D'autres parallèles entre ces deux dramas, il y en aura. L'héroïne ignore quasiment jusqu'à la fin sa véritable identité, avec les conséquences tragiques que vous pouvez imaginer, en particulier quand les sentiments ont eu le temps de bien s'implanter. Serment à genoux de ne plus revoir le vilain ennemi, mariage arrangé avec un autre larron qui va y laisser sa peau sans jamais obtenir l'amour de la nénette, même s'il a son amitié indéfectible, des faux parents manipulateurs et bâtards, une relation complice empreinte de respect et d'admiration mutuelle entre les deux berceaux, même si parfois teintée d'une pointe de cruauté et de faux semblants, et un personnage masculin intelligent qui veut sincèrement être un bon empereur, empreint de vertu et de probité, n'aimer qu'une seule femme si possible, a appris à se méfier de tout et de tout le monde, mais qui va devoir choisir entre le trône et l'amour, parce que comprenez bien qu'on ne peut pas vivre comme un bourgeois quand on est le fils du ciel et le représentant du dragon sur terre, et qu'il faudra peut-être que sa seule faiblesse disparaisse pour qu'il épouse son destin, car la gloire, n'est-ce pas, c'est le deuil éclatant du bonheur, dirait l'autre. Peut-on ajouter d'autres parallèles?
oui, à commencer par une fin différente de la série originale pour LODP, tout comme TROP s'éloignait du roman dont il était adapté. D'ailleurs, les parallèles entre les fins divergentes sont plus importants qu'il n'y paraît, mais j'en parlerai plus tard. Et puis j'ajouterai que si Chun-kun c'est Chun-kun, le petit Shin Jun-die lui ressemble en fait beaucoup dans de nombreuses expressions et est plutôt un bon acteur. Sauf que si on aurait tout à fait pu partir sur un Kang-si aussi déterminé et intelligent que Ning-yi, et qu'on en a parfois des flashs quand même, le perso est présenté plutôt en position de faiblesse et quelque peu ballotté par des événements en dehors de son contrôle, là où Ning-yi, en tout cas sauf en ce qui concerne Feng Jouet, parvenait à tirer les ficelles. Qualitativement, bien que la série soit belle et parfois franchement poétique, c'est quand même plus cheap que TROP, mais le budget n'est clairement pas le même, et on se retrouve dans un paradoxe que, alors que LODP est normalement plus historique que TROP, bizarrement, l'univers de ce dernier est bien plus réaliste et crédible. Au passage, si je dois souligner un bon point de prod quand même, c'est la musique, car la BO a de très beaux thèmes, dont celui du générique qui est sublime et que j'aime beaucoup me repasser. Pour le côté cheap, je vais mettre en cause les moments très wuxia de la série, et c'est là que finalement viendrait s'infiltrer le côté Ashes of Love, car même si on n'a pas de magie, il y a de l'art martial, de la médecine et des situations franchement pas crédibles. On a également beaucoup plus de comédie, le début est de l'ordre du potache, et on a surtout Yang Zi qui lance ce qui donnera dans Ashes of Love le perso de Jinmi, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Soit avec exactement la même introduction de perso d'ailleurs, ta quintessentielle rayon de soleil fouteuse de merde, une paresseuse épicurienne avec une identité secrète prestigieuse, n'aimant que la bonne chair et l'alcool, adorant faire des farces, copinant sans problème avec tous les garçons qu'elle croise qui vont tomber sous son charme, incapable de prendre les choses au sérieux et de cultiver ses talents qu'elle a nombreux. Alors là, d'aucuns diraient une Marissou quoi, mais sachez que je déteste ce terme et tout ce qui se véhicule derrière parce qu'on ne critique pas les persos masculins de fiction avec la même haine vengeresse pour des clichés tout aussi pauvres, il faut le reconnaître. C'est une espèce de trublionne pleine de fraîcheur et d'une candeur qui flirte allègrement avec la stupidité et du coup, bah oui, des erreurs, elle va en faire. Ce en quoi elle n'est pas une Marissou les gars, vu qu'elle va payer le prix fort. Si Yang Zi joue à fond les quiches, j'ai toujours trouvé dommage qu'on s'entête à lui donner cet arc de perso car elle est extrêmement performante dans la partie évolution tragique. Je l'avais trouvée phénoménale dans sa partie rédemption de Ashes of Love alors qu'elle mange couleuvre sur couleuvre en se confrontant aux conséquences de ses erreurs et de sa naïveté. Au passage, hâte de la voir dans la suite de Lost You Forever, mais passons. Malheureusement, si on est ici dans du prototype de Jinmi, et bien qu'il y ait un arc tragique, le perso n'arrivera pas à la maturité de Jinmi ou de Xiaoyou, si je dois parler de Lost You Forever, et pour une comparaison avec TROP, n'arrivera jamais à la cheville de Feng Jouet. Alors, pour être honnête, le perso est plus jeune, elle aura pas vraiment eu le temps de se développer la bichette. Cosmétiquement, on a les mêmes débuts avec le côté travestissement, joue les garçons, fait fi des conventions, a parfois de bonnes intentions et surtout un cœur généreux et courageux, mais malheureusement le personnage, aussi sympathique soit-il pour certains et exaspérant pour d'autres, te donne quand même envie de t'arracher les cheveux au vu de la fin de l'histoire. Le parti pris du dénouement est à blâmer car il prive l'actrice de scènes intéressantes et te donne envie de filer des coups de pied au perso tellement il la rend incroyablement stupide et incompréhensible sur ses choix. Pour le coup, un peu comme Feng Jouet et son saut de l'ange, là où Jinmi prenait par contre une sacrée dimension. Mais que je vous explique l'intrigue. La petite princesse est élevée dans la vallée de la Perle du Dragon en compagnie du reste des fidèles de la dynastie Ming et en particulier du garçon avec lequel elle avait été substituée et qui se retrouve du coup le prince héritier putatif de l'Empire. Pour garantir que la vraie descendante se retrouve quand même un jour sur le trône, les deux gamins ont été de facto fiancés à la naissance et si le garçon joué par Mao Tse-tung est très sérieux dans le projet, la petite princesse qui grandit en garçon manqué aux pieds nus, pas du tout. Pendant que toute la petite équipe conspire et monte des plans alambiqués pour infiltrer la cour des Qing et possiblement virer l'infâme usurpateur pour reprendre le pouvoir qui leur est dû, spoiler ça va foirer, tout le projet passe largement au-dessus de la petite qui vit sa life en mode YOLO et n'a qu'une envie, quitter la vallée de la Perle où elle joue avec les singes afin de devenir une héroïne d'arts martiaux. On ne peut pas la blâmer car tout ce petit monde a le seum et la sinistrose, à commencer par le maître des opérations et papa officiel de la fille, joué par l'empereur du ciel bâtard de Ashes of Love et qui est déjà au poil dans un rôle de bâtard dans ce drama, même si par ailleurs il incarne un frère jumeau eunuque bien plus sympatoche. Pour vous résumer le perso, il va quand même tuer sa femme prise en otage histoire de ne pas avoir à céder du terrain, en sachant
que l'épouse porte en plus un bébé dans les bras, qu'il croit d'ailleurs être le sien à ce moment précis, mais qui se trouve être l'héroïne. Il va aussi nous imposer le serment aux aïeux à la con, qui m'avait tellement irrité chez la mère, là aussi officielle de Fang Jouet. Donc te dire comment de base je hais les persos qui se mettent en travers d'eux me ship, eh ben c'est peu de le dire. Parce que le ship marche en effet très bien, et peut-être d'autant plus que les deux acteurs, anecdote, étaient devenus très copains en tournant sur la série Noble Aspirations, où l'on retrouve la majorité de l'équipe de Dragon Pearl, les réals y compris, et sont tombés amoureux pendant le tournage de ce drama jusqu'à admettre publiquement leur relation, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde drama, avant de se séparer malheureusement un an plus tard en 2018 avec beaucoup de rumeurs autour des raisons de leur séparation. Est-ce que le couple a de l'alchimie? Clairement. Et eu égard à leur vie privée, on n'est pas loin de leur relation dans cette histoire, puisque les deux persos commencent en effet par une belle relation amicale qui évolue vers une histoire d'amour avant de finir dans le crash le plus total. Parce que pour reprendre le fil, la princesse cachée et l'empereur se tombent dessus dans la rue et comme ils sont tous les deux déguisés, on est sur les meilleures bases d'une relation saine, n'hésitons pas à le dire. Lui se fait passer pour un garde du palais et elle pour un garçon aventurier et ils se fritent dans un restaurant où ils se défient du regard avant de devenir les meilleurs amis du monde quand elle lui sauve les miches un peu plus tard. Apparemment blousé par son déguisement performant de garçon, lol, le jeune empereur incognito accepte de devenir son frère juré et tous deux étant nés au hasard et prédestination le même jour, se font serment de partager le même destin et de mourir ensemble. Spoiler là aussi, ça va foirer. Bref, l'empereur connaît quelques moments bien joyeux en compagnie de la menteuse, mais les plans machiavéliques de la bande des bolos les remettent en présence au sein du palais lorsque la nana et son fiancé infiltrent en tant que frère et sœur le lieu dans des plans tordus impliquant le méchant régent. Alors ce sera un problème dans le drama, c'est souvent compliqué et la bande des bolos, et elle est nombreuse, m'a tapé sur le système avec du double voire triple agent d'un côté comme de l'autre, car les Qing cherchent également aussi à se débarrasser des derniers Ming et quand tu vises le tableau des Ming, tu te dis que c'est pas si pire en effet, ils sont éliminables. En 2 mots. On entre alors dans une nouvelle phase joyeuse déconne dans le palais, vu le dawa qui met la nana, rétive au cours de bonnes manières et à l'accoutrement pas pratique des nanas du harem, et au départ, ravie de jouer un bon tour à son pote qu'elle cherche un moment au sein du palais au milieu de la cohorte des gardes. Continuant de la baratiner, l'arrosée redevient l'arroseur en y voyant une bonne occasion de la convoquer pour le coup d'un soir des concubines, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout dans sa grande candeur. Ah oui, elle est con, Et on a quelques moments bien jubilatoire autour du lit de l'empereur qui pour l'occasion nous sort une ambiance bal masqué ohé avec masque doré du plus bel effet, Louis XIV je vous dis, pour des tentatives de jambes en l'air infructueuses mais bien marrantes pour nous. Profitez-en pour rigoler, ça ne va pas durer. C'est le début de la meilleure phase de la série qui se poursuit quand après la big révélation que son meilleur pote était en fait Kangxi, dans une scène d'ailleurs bien réussie, la nana devient non sa concubine mais son assistante. C'est la phase où ça tombe amoureux, où le type continue d'essayer mais Bichette veut pas bien qu'elle soit également très éprise et que le fiancé surveillait l'affaire d'un œil maladivement jaloux. Que dire de ce triangle amoureux? À aucun moment tu ne shippes avec le fiancé. On te répète que c'est un garçon bien, moral, plus fort en arts martiaux que Kangxi, qui le respecte et l'apprécie d'ailleurs, mais sa jalousie et ses rappels de mariage sempiternel sonnent assez creux tellement on le sent plus attaché à l'idée qu'à la personne de l'héroïne. Il ne manifeste jamais vraiment son amour explicitement ou sa tendresse pour elle. C'est juste qu'il a grandi persuadé qu'elle serait de toute façon son épouse. D'ailleurs, Bichette n'a pas d'autre sentiment pour lui que fraternel et respect, alors que dans le même temps, une des filles de leur groupe, mieux assortie, est folle amoureuse du mec. Des bitcheries de harem, vous en aurez relativement peu, car bien qu'il y ait de la poule, Kangxi ne consomme pas vraiment, jusque-là pris par le boulot, et ensuite obnubilé par son amour pour l'héroïne qu'il souhaite épouser, mais que la douairière, très intéressante d'ailleurs à suivre, va veto de toute son influence. De toute façon, vous sentez monter très vite le projet Amour Impossible, elle est promise à un autre, ils viennent de clans ennemis, elle est trop libre et anticonformiste pour supporter une vie d'oiseau en cage, un empereur appartient à une nation et non à une femme, bref, toutes les embrouilles, malentendus et quoi ou qu'est-ce vont se mettre en place et tout faire pour séparer le couple avant même qu'ils ne parviennent à conclure. Est-ce que c'est aussi frustrant que TROP? Non, car de la saisie, du bisou, de la déclaration, on en a, et même plaisir
pléthore. On a du bon usage de l'aphrodisiaque, plein de scènes romantiques et sexy, et même des scènes ultra poétiques. On a les chamailleries de deux esprits indomptables et bornés l'un face à l'autre, et même on aura une recherche de compromis et de happy end qu'on croit un instant possible. Pas un maigrelet bisou sous l'eau qui mène nulle part. Kangxi va même enlever la mariée sous le nez du fiancé et refuser qu'elle puisse en épouser un autre. Nénette va même plaider le fait qu'elle en a rien à carrer des Ming, qu'elle a pas connu après tout, et qu'elle est prête à mettre toute sa confiance en Kangxi, qu'elle pressent comme un souverain digne d'occuper le trône. Et Bichette, contrairement à Feng Jouet, est capable de tout envoyer valdinguer, même face à l'honneur, et va bravement résister quand on lui fait jurer de ne jamais aimer l'empereur. Par contre, pas de cul, en tout cas pas pour nos persos principaux, qui malgré les occasions très nombreuses, ne consomment pas, l'empereur étant apparemment prêt à attendre d'avoir officialisé tout ça en juste noces. Ça paraît dément, mais c'est comme ça. On a même une royale entourloupe, du coup très frustrante, parce qu'on nous l'agite sous le nez, d'un moment où le fiancé est en train d'imaginer un peu comme nous, Kangxi et Bichette s'envoyer en l'air, pendant que lui souffre 1000 morts d'avoir été largué. C'est rageant parce que c'est juste du fantasme, mais ça a le mérite d'exister et c'est mieux que dans certains dramas. Mais comme je l'ai dit, si Bichette a des qualités, elle est quand même bien relou dans sa naïveté et tu lui donnerais souvent des baffes, dans le genre décide-toi. Elle aime l'empereur mais le repousse, se décide enfin à rejoindre son clan et épouser le fiancé mais elle a pas envie. Et lui, on va lui donner quand même ce grand mérite, va lui laisser le choix en l'aidant à partir si tel est son désir. Elle se barre donc mais prend finalement le parti de l'épouser et rentre au bercail alors qu'il se faisait sévèrement punir pour l'avoir laissé filer. C'est plié, elle va l'épouser mais déboule alors Kangxi qui parvient à la faire flancher le soir du mariage juste avant la cérémonie et l'embarque vite fait c'est plié dans sa robe de mariée pour la faire revenir auprès de lui. J'ai beau pas chipper le fiancé, j'ai trouvé ça dégueulasse de le planter le jour des noces après avoir changé sans arrêt d'avis. Là aussi Bichette continue à faire de la merde puisqu'elle annonce fièrement qu'elle va rester toujours auprès de Kangxi, car amour toujours, mais juste de manière platonique. L'empereur comme nous en avale sa chic et se glisse l'aubergine derrière l'oreille, mais ne désespère pas. Ultime twist, après de nouvelles embrouilles de la part de la bande des bolosses, Bichette quitte le palais en compagnie de l'ex-fiancé afin de calmer le jeu et jouer les ambassadrices de paix, annonçant qu'à son retour, ayant obtenu la bénédiction familiale, tous, elle deviendra vraiment son épouse et vivra pleinement leur amour. La mort dans l'âme est pas très rassurée, Kangxi la laisse quand même partir et le dernier regard sera le dernier regard. Le fondu part en fin de Seven lorsque débarque entre les mains de Kangxi, quelques temps plus tard, une boîte contenant les vêtements tachés de sang de la jeune femme, complètement dévastée et paralysée par le choc. L'empereur s'enferme 3 jours et 3 nuits avec les restes de son amour, à la stupeur de toute la cour qui le supplie de quitter son deuil. Il le quittera bien sûr, résolu d'être un bon roi, mais laissant derrière lui son cœur en miettes et en mode ça va chier. Voilà. Et du coup, tu restes avec pas mal de questions sur les bras, qui resteront sans réponse. Que s'est-il passé pour Bichette? Qui l'a tué? Le faux père ou l'ex-fiancé, qui était quand même pas bien en point à ce point précis de l'histoire, en mode crime d'honneur? C'est probable, mais ça reste frustrant et vient carrément un doute en tête sur le fait qu'elle soit ou non toujours vivante, parce que comme preuve de mort, c'est quand même pas aussi probant qu'une tête dans un panier et que Kangxi risque pas de faire relever l'ADN au XVIIIe siècle. Du coup, est-elle vraiment morte puisque tout le bordel se passe hors caméra? Ça semble tellement bizarre de la part du clan des bolosses, pourtant mon opinion à leur sujet est quand même franchement sous la barre des zéros, de tuer l'unique rejeton de la dynastie qu'ils ont juré sur leur vie et l'honneur de défendre et restituer. Donc, se pourrait-il que tout ça soit du chiquet et que Mémère a feint sa mort pour finalement vivre à la sauvageonne comme elle l'a un peu toujours souhaité? Et en fait, le scénario original irait plutôt dans cette direction, faisant à nouveau un pont avec TROP, puisque je le rappelle, Feng Jouet ne faisait pas un vrai saut de l'ange dans le bouquin et attendait en plan que Nini la rejoigne une fois qu'il aurait assuré sa succession par son plus jeune frère et également fait semblant de décaniller. Dans la version taïwanaise, l'héroïne ne mourait pas et après d'apparents adieux, le drama se concluait par un volte-face retrouvailles et happy end. Pour le personnage de Dragon Pearl, le retour au harem ne pouvait pas vraiment être un happy end, mais sachez que traîne sur YouTube une fin alternative que les acteurs ont bel et bien tournée et qui irait dans le sens que je vous avance. En fait, Bichette est juste vénère de la mort de l'ex-fiancé et balance le coffre en mode rupture bête et méchante avant de se barrer sur un bord de mer, Taïwan certainement, avec ce qui reste de la bande de bolos. Les dernières images nous les montrent l'un face à l'autre, Bichette sabre à la main, prête à pourfendre un Kangxi tout aussi déterminé à s'approcher d'elle. On se doute qu'il va pas mourir ou mettre
mettre un sosie sur le trône à sa place, vu que l'empereur est mort après 61 ans de règne, mais ils ont été visiblement tentés par une autre conclusion moins dramatique. Aurais-je préféré? Non en fait. Même si ça fait mal, parfois une fin tragique a des avantages et la grande douleur muette de Kangxi est absolument sublime telle quelle. Cette scène me plaît beaucoup et cadre parfaitement avec un effacement du privé face au royal. Je ne suis pas contre le flottement sur le sort de l'héroïne, même si ce flottement est frustrant, parce que tu peux choisir dans ta tête du coup entre une bichette libre et maîtresse de son destin ou une bichette martyre en époque féodale. Il y a du coup des tas de non-dits qui sont passionnants rétroactivement dans la dernière scène du couple aux portes du palais. On sent bien qu'il y a beaucoup d'appréhension et de doute de part et d'autre. Kangxi s'interroge, est-ce qu'elle reviendra? Que lire d'ailleurs dans le dernier échange de regard de l'héroïne quand elle se retourne? Est-ce que son regard en arrière est celui d'une Eurydice qui se sait séparée à jamais de son Orphée, soit parce qu'elle se sait condamnée, soit parce qu'elle a déjà en fait pris la décision de le quitter? Est-ce que ce sont déjà des adieux de part et d'autre, ou les deux persos font semblant de croire qu'un bonheur à deux est encore possible, alors qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que cela n'arrivera jamais, et qu'ils se jouent juste la comédie et se donnent le change pour ne pas se quitter dans les larmes? C'est un moment déchirant, parfaitement joué, comme s'ils savaient tous deux qu'ils avaient fait un rêve et qu'il allait falloir se réveiller avec cette porte qui se referme comme un coup près sur leur amour. La transition avec la boîte étant d'ailleurs d'autant plus déchirante qu'elle se fait sans transition aucune. Le projet du drama était dans le titre, la perle du dragon. Qu'est-ce finalement et à quoi ou qui s'applique ce titre? La bande de Bolos se réfugie dans la vallée de la perle du dragon, donc tu pourrais croire que ça fait juste référence à la légende du reliquat de Ming. Mais pas que, car l'héroïne souffre d'une forme de déficience qui nécessite pour sa survie d'ingérer des perles de dragon. Alors c'est pas des boulettes à la noix de coco, c'est, on te l'explique plus tard, les larmes de l'empereur. Or clairement, ce ne sont pas les larmes de son fiancé, qui est un faux dragon depuis le début, alors que les larmes que Kangxi va verser sur elle et sur elle seule, car il le rappelle plusieurs fois, il n'a aucune larme à verser, vont lui sauver les miches, faisant de lui de facto le vrai héritier du ciel. Et des larmes de l'empereur, on peut largement en causer, car effectivement, il n'aura pu pleurer que sur ses amours contrariés et la perte de sa chérie, et probablement la conclusion est de nous rappeler qu'après avoir perdu la seule chose qui lui était le plus chère, il n'aura effectivement jamais plus de larmes à verser. Mais par extension, on pourrait dire aussi que la perle du dragon est l'héroïne elle-même qui hérite du patronyme de Ju, la perle, et par bien des aspects, elle est en effet le trésor des dragons. La perle laissée par les Ming est protégée par tout le petit groupe de Bolos, et la perle, comme le chante le thème principal, de l'empereur, puisqu'elle est son grand, voire son seul amour, son bien le plus précieux. Alors donc ce drama est loin d'être parfait, trop long, avec des intrigues et des persos secondaires dont on se contrefout, avec des moments de franche kitscherie, mais le couple principal est très réussi et il y a des scènes vraiment bien foutues et très mémorables. Le perso féminin est parfois agaçant, mais il est également touchant dans sa candeur et attachant dans son espièglerie. Je pense par exemple au cours de maintien où le mouchoir à la main, elle annonce son intention de lâcher une caisse, ou la scène de bastonnade que lui promet l'empereur pour la discipliner qui va tourner au vaudeville. Mais elle est aussi touchante dans ses scènes d'émotion avec l'empereur, que ce soit leur dernière scène ou toute la séquence des sutras qui se termine en danse de joie sous la pluie. J'ai quand même beaucoup d'affection pour ce drama imparfait grâce à ce genre de scène. Je pense avoir été davantage préparée à une femme malheureuse par le fait d'avoir affaire avec un drama ancré sur un fond historique, parce que tu sais où tu mets les pieds dans ces cas-là, là où une fiction historique te laisse toujours espérer un possible happy end, parce qu'après tout tu peux inventer ce que tu veux. Bon, et puis Shin Jun-die campe un perso également attachant qui te laisse le cœur en vrac pour lui à la fin de la série. Du coup, mieux vaut fricoter avec un dragon imaginaire qu'avec le fils du ciel. J'espère que contrairement à l'héroïne, le dragon de bois vous portera chance toute cette année 2024. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Un petit like, un petit commentaire à votre bon cœur, monsieur dame, est toujours apprécié. D'ailleurs, je remercie très sincèrement tous ceux qui m'en lâchent régulièrement en mentionnant qu'ils ont à cœur de booster mes algorithmes. C'est adorable de votre part de le mentionner dans les commentaires. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne et vous abonnez au passage. Et à très bientôt, probablement encore dans le thème asiatique ou dragon, vu l'occasion.